Hello mes petits chats, je vous retrouve accompagnée de mes chers voisins pour un nouvel update lecture et cette fois-ci nous allons parler du Papkin Autumn Challenge et du menu Ensorcelant. Ma première lecture pour ce menu c'était pour la cantine Witch's Brew, donc de la magie dans un univers de SFFF, et là clairement mon choix s'est tout de suite porté sur Shades of Magic, donc le premier tome de la trilogie écrit par V.E. Schwab et publié chez Lumen. Ce livre, je pense qu'il n'est plus à présenter, tout le monde en parle, les avis dithyrambiques fleurissent un peu partout. J'ai donc attendu un petit peu que la frénésie se calme un petit peu, car j'avais peur d'être influencée par les avis dans le sens où voilà, je me serais attendue peut-être à beaucoup et je pense que ça multiplie les chances d'être déçue, donc j'ai attendu un petit peu que ça se calme, mais j'ai quand même adoré. De base j'étais pas trop inspirée par la couverture, j'en étais même pas du tout fan, et puis un jour je me suis dit bon, tout le monde en parle, c'est bon, je vais lire le résumé, ça coûte rien, et là j'ai adoré, j'ai compris pourquoi tout le monde se jetait dessus. J'ai adoré le concept de plusieurs Londres, la magie liée aux éléments, il y avait vraiment beaucoup à faire. J'ai vraiment aimé plonger dans un univers totalement nouveau, avec des personnages qui pour moi sortaient de l'univers, ils sont vraiment très charismatiques, ils rêvent de piraterie, ils viennent de la royauté, ils volent, ils s'adonnent à la contrebande, voilà, pour moi ça change vraiment et en fait j'ai adoré, c'est vraiment très dynamique, les personnages ont beaucoup de panache, la plume de l'auteur est simple et percutante, malgré ses 500 pages, c'est quand même un beau bébé, je l'ai vraiment dévoré et cette plume anime vraiment des personnages qui sont charismatiques, travaillés, complexes, attachants et réalistes. J'ai apprécié découvrir leur psychologie qui est notamment mise en avant lors des passages un peu plus lents, donc en fait rien ne se perd. Parce que quand c'est dynamique, voilà, on est à fond dedans, et quand c'est un peu plus lent, on apprend à découvrir les personnages, donc j'ai vraiment bien aimé. Fan des univers parallèles et des possibles liens entre eux, j'ai vraiment été très intriguée par cet univers là, j'avais envie d'en savoir vraiment plus. J'étais et je suis obsédée par le Londres noir, je trouve que toute cette notion d'interdit qui plane autour ne le rend que plus mystérieux et attractif. J'espère de tout cœur que l'auteur finira par nous emmener au Londres noir, je pense que c'est inévitable, mais voilà, après c'est vrai qu'en 500 pages j'ai eu le temps d'y penser, d'y songer, de l'imaginer, de vouloir m'y rendre, de fantasmer, donc ce sera pas facile de satisfaire l'attente ainsi créée. Je trouve que c'est pas facile d'être à la hauteur quand on donne vraiment de l'importance à un événement en particulier et qu'on suscite de l'impatience. Le travail éditorial est vraiment remarquable, le texte est aéré, agréable à lire, voilà, les chapitres, les parties, tout est vraiment très très beau et ça défile, ça se lit vraiment très vite, vraiment je l'ai dévoré et les nombreux rebondissements, le dynamisme, l'action omniprésente et les personnages qui manquent de panache, tout ça voilà, ne rendent le livre que plus addictif. Justement autour des personnages il y a quand même certains mystères qui planent parce que tous ne peuvent pas voyager entre les Londres. Donc du coup on se pose des questions, qui sont-ils vraiment, d'où viennent-ils réellement, comment et pourquoi peuvent-ils eux voyager d'un Londres à l'autre. Pour moi Shades of Magic c'est un concept inédit, des personnages charismatiques et singuliers, de la magie, de l'action, des rebondissements, des mystères. Voilà, vraiment de grandes aventures qui vous font tourner les pages vraiment très vite. J'ai vraiment hâte de lire la suite parce que j'ai beaucoup de questions qui restent sans réponse, j'ai hâte d'en savoir plus, j'ai hâte de retrouver les personnages, hâte de retrouver l'univers et pour moi clairement pour le dynamisme, la plume, l'univers, les personnages, pour moi Shades of Magic c'est vraiment un coup de cœur. D'ailleurs cette découverte m'a donné envie de me pencher sur Six of Crows et Grisha de Leigh Bardugo, publié chez Milan parce qu'on y retrouve des personnages vraiment avec beaucoup de panache, charismatiques, de l'action, des combats, des voleurs, voilà, parce que j'ai pas l'habitude de lire en fait de base tout ce qui est un petit peu voleur, pirate, combat, voilà, ça m'attire pas trop de base, j'ai peur que ce soit trop et trop masculin, mais là je me dis après avoir adoré ça alors que tout le monde en parle, pourquoi j'aimerais pas lire Leigh Bardugo alors que tout le monde en parle et que il y a quand même du coup des similitudes. Du coup je me dis j'ai adoré ça, donc normalement je devrais au moins bien aimer Six of Crows et Grisha. Grisha m'intéresse beaucoup et comme c'est le préquel de Six of Crows en soi ça tombe peut-être plutôt bien. C'est vrai que Six of Crows est sorti avant, du coup ça prêtait un peu à confusion. Grisha me plaisait beaucoup mais comme c'est arrivé après je pensais que... Enfin voilà, du coup j'étais déjà un peu rebutée par Six of Crows mais maintenant que je sais que c'est la préquelle, je me dis après tout pourquoi pas. En plus la trilogie est déjà parue et il y a un livre de contes en hardback très similaire à la VO qui est sorti également, donc ça fait tout ça, d'ailleurs fait le Grishaverse, donc je me dis
voilà, c'est quand même quelque chose qui marche vraiment, il y a tout un univers qui est écrit là-dessus, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu Six of Crows, si vous avez lu Grisha et ce que vous en avez pensé. Pour Bal et Pattes, histoire de sorcières d'hier et d'aujourd'hui, historique, classique, féminin, féminisme, j'avais prévu de lire le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, qui est un gros pavé de plus de 800 pages. J'étais vraiment sur le point de commencer, j'avais même mis mon marque-page, mais j'avais pas... Enfin, la taille me faisait un petit peu peur, en plus j'avais reçu un Pandemonium d'Aurélie Mendoza, et du coup... Ça a bousculé un petit peu ma palle pour le challenge, je voyais le temps qui passait, c'était quand même un beau pavé, je savais pas trop si j'aurais le temps de le lire ou pas. Et comme j'avais un autre livre et qui est en plus un service presse, et qui se lirait beaucoup plus vite puisque c'est un manga, je me suis dit qu'il valait mieux ne pas commencer tout de suite ce beau bébé et se pencher plutôt sur le manga. Pour Bal et Pattes, j'ai donc lu ce service presse, Little Witch Academia de Keisuke Sato, donc de l'œuvre originale de Yoshinari et de Trigger. J'ai beaucoup aimé, de base la couverture qui m'a attirée, je la trouve très très belle, vraiment le format est très sympa, donc c'est publié chez Nobinobi. J'ai beaucoup aimé cette histoire, le tome 2 va sortir courant novembre il me semble. Donc voilà, de base c'est la couverture, mais quand j'ai commencé à feuilleter, j'ai été très déçue par les dessins. Voilà, mais j'étais déjà en cours de réception, on va dire. Et puis finalement, je me suis laissée porter par l'univers et les dessins ne m'ont plus dérangée. Je me suis donc laissée porter par cette histoire rigolote et dynamique et j'ai beaucoup aimé le personnage d'Ako, sa maladresse, sa spontanéité, sa simplicité, voilà, sa personnalité, j'ai vraiment bien aimé. Et je trouve que ça change un petit peu de ces héroïnes parfaite qu'on a tout le temps. Là elle est rigolote et du coup ça se lit bien. Un peu comme Flying Witch de Shiro Ishizuka, je crains l'aspect historiette. Voilà, j'ai peur que on suit en fait les aventures quotidiennes donc d'une petite sorcière. C'est certes sympa mais j'ai peur qu'à la longue, voilà, ce soit pas très excitant. Mais la fin laisse présager un scénario plus large que des historiettes. Donc j'aimerais bien qu'on n'ait pas que des petits scénarios mais bien une réelle grande histoire. Little Witch Academia, le nom ne vous est certainement pas inconnu, je prends mes notes parce que je ne retiens pas tout, mais c'est un court métrage en fait de base d'une vingtaine de minutes qui a été écrit par Masahiko Otsuka, réalisé par Yoshinari et produit par le populaire studio Trigger dans le cadre de l'anime Mirai 2013. Une suite de 55 minutes, The Enchanted Parade, verra ensuite le jour en 2015 après un projet de financement Kickstarter réussi. Et en 2007, ce sont 25 épisodes d'une série animée qui sont diffusés et désormais disponibles en français sur Netflix. En parallèle, plusieurs mangas voient le jour au Japon. Donc en 2013, on a le premier manga Little Witch Academia qui se base sur les deux courts-métrages de 2013 et 2015. En 2015 justement, on a Little Witch Academia Tsukio no Ukan, un one-shot plus typé shoujo. Et depuis 2017, un autre manga nommé lui aussi Little Witch Academia, basé sur la récente série animée. Donc c'est ce dernier qui est proposé par Nobinobi et dessiné par Keisuke Kotobuki, un mangaka que l'on découvre pour la première fois en français. Vous l'aurez compris, c'est une histoire qui a déjà fait parler d'elle, mais en tout cas en ce qui concerne ce manga, j'ai bien aimé, c'était vraiment très sympathique, les dessins sont simples, un peu brouillons parfois, mais on se laisse porter, c'est drôle, il y a tout un aspect magie, école de sorcière, et ça me plaît bien. En plus c'est un manga, ce n'est pas un roman de 1500 pages, donc voilà, on se laisse porter, c'est sympa, j'ai hâte de lire la suite, et en plus la couverture du tome 2 est juste magnifique. Encore un changement pour la consigne cristaux, tarot et encens, étrangeté, mystère, freaks, petit frisson, ésotérisme, puisque j'avais prévu de lire de base Les âmes rouges de A et S Cause l'éveil, le tome 1, publié chez PKJ, et finalement j'ai préféré lire Pandemonium de Aurélie Mendoza, publié au Chat Noir, puisque c'était pour la masse critique Babelio. J'avais donc une deadline, donc il est forcément passé à la place de celui-là. Je ne sais pas. Enfin si, je pense quand même que j'aurais plus aimé celui-ci parce que même si les avis sont pas terribles, moi il m'intrigue beaucoup et par contre celui-là j'ai été très dessus. Et pour le coup les avis étaient normalement plutôt bons. Ce livre, ça fait un moment que je l'ai repéré mais je n'ai finalement jamais franchi le pas parce que il y avait un truc, je sais pas, un pressentiment. Et là quand je l'ai vu dans les livres sélectionnés pour la masse critique Babelio, je me suis dit c'est l'occasion, j'ai rien à perdre. Je l'ai demandé et j'ai été ravie de voir que j'avais été sélectionnée. La couverture que je trouve magnifique, c'est d'abord ça qui m'a attirée, forcément. Et le résumé,
C'était plus l'aspect mythologique qui m'intéressait parce que sinon ça avait vraiment l'air... c'était pas joyeux quoi. En effet, dans cette histoire, nous allons rencontrer Elena Lauturi, thanatopractrice, croque-mort, autrement dit. L'image ne manque pas de mordant. Les civilisations plus anciennes m'auraient désignée comme une passeuse d'âme, ce que je suis au figuré comme au propre. Une mésaventure aux enfers a fait de moi l'employé spécial de la déesse Ella. Ma mission est simple, m'assurer que chaque âme destinée à son royaume arrive à bon port, tout cela sous couvert de mon humble entreprise de pompes funèbres, le Pandémonium. L'enfer est un nœud complexe et je fais partie des nombreux rouages qui permettent son bon fonctionnement. Malgré mon professionnalisme, il apparaît évident qu'une entité inconnue et puissante me considère plus comme le grain de sable dans la machine. Aujourd'hui je suis menacée, moi et le destin de toutes ces âmes qui dépendent de mes soins. Alors que les choses soient claires, je ne suis pas neuneu, je savais très bien que ce livre ne serait pas un feel-good book, mais là quand même c'était vraiment trop. L'héroïne est thanatopractrice, le lieu principal de l'action c'est des pompes funèbres, et clairement tout se passe là-bas, hein. On n'en sort que très rarement, on n'est jamais à l'air libre, hein, ou alors si à l'air libre mais pas vraiment dans notre dimension à nous. Voilà, on suit des âmes, on suit des familles endeuillées, la mort de femmes enceintes, la mort d'enfants, la question de l'embaumement. J'étais au bout de ma vie, sans mauvais jeu de mots. C'était beaucoup trop. Certes, ces choses par exemple d'enfants, de bébés, tout ça, c'était... ça sert l'intrigue, mais je pense qu'on aurait pu faire ça autrement. C'était pas obligé. Après, c'était pas malsain, c'était pas... Voilà, mais... Je sais pas. L'écriture était belle, du coup c'était immersif, c'était poétique, mais du coup ça me touchait d'autant plus. Et dès le début c'était comme ça, dès le début il y a un événement qui moi m'a vraiment fait penser à quelqu'un en particulier de ma famille. Ça a été tellement dur à lire et je me faisais du mal, clairement je voulais pas le reprendre, et quand je le lisais j'ai vraiment failli l'abandonner. Alors je pense qu'on aurait compris mes raisons, mais j'ai vraiment failli l'abandonner, j'ai l'impression de me faire du mal, j'en retirais aucun plaisir, et vraiment je voyais le livre du chapitre et j'étais là en mode... oh c'est pas vrai, je vais pas y arriver. Alors du coup allez on s'accroche, on se dit que voilà c'est juste des mots sur du papier, non pas facile du tout. Et surtout le livre est très court puisque le livre fait 290 pages, du coup je me suis dit que ce serait rapide, mais rapide dans le sens où tout va s'enchaîner, il va y avoir plein d'actions et voilà. Et en fait c'était rapide dans le sens où tout se passe en 13 pages et je n'exagère pas, vraiment les 13 dernières pages c'est vraiment ça. On a les péripéties, le dénouement, les péripéties, le combat final, le dénouement et l'épilogue en 13 pages, et tout le reste on s'ennuie. Non j'exagère mais c'est un petit peu ça quand même. C'est long, c'est lent, l'héroïne a certes des visions, elle est menacée, elle fait des cauchemars, mais ça s'arrête là en fait, il se passe que dalle. Et du coup en 4 pages c'est plié le combat, Enfin je sais pas, c'est trop facile, on peut pas passer 250 pages, enfin 275 pages sur... Enfin non, j'ai n'importe quoi. On peut pas passer 275 pages à mettre en place son histoire et faire le reste en 15 pages, enfin c'est pas possible. Donc voilà, je suis vraiment très déçue. Ça a été très lent pour moi, il y a des trucs à la fin, ça vient comme un cheveu sur la soupe, où on est en mode d'accord l'ellipse de malade. Donc certes les personnages sont attendrissants, certes il y a de l'humour, certes les personnages me manquent un petit peu maintenant que j'ai fini ma lecture, mais franchement je suis soulagée de l'avoir fini, je compte peut-être même pas le garder. Donc voilà, c'est pour vous dire. Et sinon le petit passage qui m'a vraiment fait sourire parce que je trouvais le hasard fou, il y a Elena qui a un chat qui s'appelle Freya, et elle l'a décrit à un moment et ça me fait vraiment penser à Isis. Freya a 8 ans. C'est une jolie femelle noire aux yeux verts avec une tache blanche en forme de cœur sur le poitrail. Elle est belle comme tout et surtout elle semble le savoir. Et je trouve que c'est exactement, que ce soit l'âge ou l'apparence ou l'attitude, c'est vraiment comme l'un de mes deux chats, donc voilà, ça m'avait fait sourire. Mais voilà, non, c'est pas une lecture que je conseille, et pour vous dire c'est rare, mais sur le blog j'ai noté ça à 2 sur 6, voilà, sachant que 1 c'est l'équivalent de 0 chez moi, c'est je n'ai pas aimé, 2 c'est vraiment je suis déçue quoi, c'est... voilà. Et voici donc mes lectures pour le menu automne ensorcelant, avec une excellente découverte, une excellente déception et un très bon moment, très sympa avec ce manga là. Donc voilà, j'ai déjà le tome 2 et là j'attends le tome 2, j'espère le recevoir bientôt. Je vous conseille vraiment chaudement Shadow of Magic. Witch Academia,
c'est sympa, voilà, c'est un bon petit moment. Par contre, Pandemonium, vous l'aurez compris, c'est pas un livre que je conseille. Et si vous lisez ça comme moi pour l'aspect enfer, et là, Lilith, Lucifer, n'y allez pas, vraiment. Niveau mythologie, oh, il y a des trucs sympas, mais c'est tellement en surface, c'est tellement pas creusé, on est tellement plus sur terre dans les pompes funèbres que dans les enfers que... En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, ça me fait vraiment toujours chaud au cœur de vous lire et de pouvoir vous répondre. Et je vous dis à très bientôt pour le dernier menu automne frissonnant.